Les ordures vont avec les ordures. Ma mère a craché ces mots dans le micro, devant 36 invités. Sans la moindre hésitation. Elle a attrapé le livret d'épargne jauni, la toute dernière chose que mon grand-père Samuel avait glissé dans ma main, juste avant que son cœur ne cesse de battre en murmurant « Cache-le lui, ma petite fille ». Puis, elle l'a lâché directement dans le seau à glace du champagne. Le carnet a heurté l'eau avec un bruit sourd. L'encre a commencé à baver. Des décennies d'écriture minutieuse se sont dissoutes en quelques secondes. Tout comme ce sale uniforme qui est le tien, Daniela. Sans aucune valeur. Des rires. 36 bouches. Pas une seule personne ne s'est levée. Pas une seule personne ne m'a protégé. J'étais un officier des forces spéciales de la marine, quelqu'un qui avait passé 9 ans à couvrir des inconnus de son propre corps, dans des zones de combat. Et ma propre mère venait de m'étriper en public, par pur divertissement. Ma mâchoire s'est crispée avec une telle force que mes articulations ont hurlé. Mes poumons ont cessé d'aspirer l'air. Mais je ne lui ai pas accordé une seule larme. Les larmes sont une monnaie qu'un officier de reconnaissance ne peut pas se permettre de dépenser. Je me suis avancé, j'ai plongé ma main nue dans l'eau glacée. Le froid était si brutal qu'il m'a brûlé, des jointures jusqu'à la base du crâne, et j'en ai ressorti le livret gorgé d'eau. L'eau a goûté sur son tapis perçant. J'ai pressé le carnet ruiné à plat contre ma poitrine, j'ai tourné le dos à chaque personne présente dans cette pièce, et je suis sorti. Les talons de mes bottes frappant le marbre, constant, silencieux, définitif. Evelyne croyait m'avoir enterré ce soir-là, devant l'élite de Boston. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait tout juste de me remettre le code de détonation, celui qui allait anéantir tout son empire de l'intérieur. J'ai gardé mon humiliation scellée pendant 3 jours, jusqu'à ce que le compte numéro 17 soit déverrouillé. Et là, un ancien Navy-SEAL, derrière un comptoir de banque, a pâli, s'est mis au garde à vous, et a soufflé, « Mon commandant, c'est elle ». Derrière ce livret imbibé d'eau se cachait un secret assez puissant pour écraser la moindre once de leur arrogance. Si vous voulez voir comment j'ai riposté, cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous tout de suite. Ne manquez pas le moment où la vérité est traînée en pleine lumière, car le prix qu'ils ont payé a été féroce. Laissez-moi vous ramener à l'intérieur de cette pièce, car ce qui s'est passé entre l'insulte et ma sortie, c'est là que la véritable guerre a commencé. J'ai activé la commande de neutralisation mentale. Inspirer sur 4 temps. Retenir sur 4 temps. Expirer sur 4 temps. Retenir sur 4 temps. La séquence de respiration tactique s'est déclenchée comme un défibrillateur, une mémoire musculaire soudée dans mon système nerveux, acquise lors de 3 déploiements au combat, dans des théâtres d'opération que je ne pouvais toujours pas nommer. Mes yeux ont balayé la salle de bal avec l'efficacité glaciale d'une analyse de cible pré-assaut. Position à 2 heures, Hunter, mon frère. Appuyé contre une colonne de marbre, il faisait tourner un verre de Bordeaux, qu'il avait facturé sur la carte de crédit d'Evelyne. Ses lèvres étaient retroussées en ce demi-sourire que j'avais appris à décoder des années plus tôt. Ce n'était pas de l'amusement, mais la satisfaction d'un prédateur regardant une proie plus faible se vider de son sang. À 9 heures, 2 sénateurs. Des alliés de la famille depuis 3 décennies, soudainement fascinés par leurs boutons de manchette, détournant physiquement leur torse de moi. 0 allié, 0 couverture. La solitude s'est abattue sur mes épaules comme un sac à dos rempli de sable mouillé, mais elle s'est instantanément durcie pour devenir une armure. Sur le champ de bataille, quand votre équipe de tir abandonne votre position, vous êtes déjà mort. Mais ici, dans cette pièce remplie de vipères drapées de soie, l'isolement total était le seul signal dont j'avais besoin. La chasse était ouverte. Hunter s'est avancé vers moi, d'un pas nonchalant. Il a délibérément traîné le bout poli de sa chaussure Oxford sur le cuir craquelé de ma botte de combat, laissant une éraflure théâtrale. Ramasse tes déchets et dégage, Daniela. Tu tâches le tapis de mer. Il a sifflé ces mots à travers ce demi-sourire empoisonné, d'une voix assez basse pour que personne d'autre ne les entende. Cette famille m'avait utilisé comme un sac de frappe pendant 32 ans. Ma pauvreté était l'escabeau sur lequel ils grimpaient pour se sentir grands. Mon service militaire, la chute de leur blague de cocktail. Hunter lui-même n'avait pas gardé un seul emploi depuis sa 2e année d'université. L'année où Evelyne l'en avait retiré, sous prétexte que, les Sloan n'ont pas besoin de diplôme, ils ont besoin de relations. Depuis, il vivait au crochet du fonds familial, 3 voitures de luxe, un appartement à Back Bay, un service de bouteilles privées tous les week-ends.
Le tout financé par la même machine de Ponzi qui était sur le point d'imploser. Et pourtant, cet homme, qui n'avait jamais gagné un seul euro de ses propres mains, avait le culot de traiter mes bottes de combat de salle. Mon grand-père Samuel m'avait prévenu une fois, alors qu'il était assis sur la véranda arrière du chalet de Newport, pendant qu'Evelyn tenait court à l'intérieur lors d'une énième levée de fonds. Il avait allumé sa pipe, regardé vers l'Atlantique, et m'avait dit doucement, « Cette femme n'aime aucune âme vivante en dehors de son propre reflet, ma petite fille. Promets-moi que tu t'en souviendras quand le jour viendra enfin. » Ce coquin d'eux ne voyait, ni Hunter, ni les sénateurs, ni Evelyn, qui se prélassaient sous les applaudissements sur cette scène, c'était le calcul froid qui défilait déjà derrière mes yeux. Même pendant que je plongeais ma main dans l'eau glacée pour repêcher ce livret ruiné, même en le pressant contre ma poitrine et en me tournant vers la porte, mon esprit avait 3 coups d'avance. Le numéro de compte imprimé à l'intérieur de cette couverture était encore lisible. Et dans 72 heures, ce numéro allait tout changer. 3 jours après le gala, j'ai poussé la porte tambour en verre de la First National Bank of Boston, et je me suis tenu devant le guichet de transactions blindé. Le hall était saturé du parfum d'eau de Cologne hors de prix, et de ce silence particulier, propre aux transactions d'argent institutionnel, circulant discrètement en grande quantité. Une jeune guichetière, avec des ongles en acrylique incrustés de cristaux, a jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir à ma veste de treillis olive. Sa lèvre supérieure s'est très légèrement retroussée. Elle a pincé le livret d'épargne en ruine avec exactement 2 bouts de doigts, ses narines se contractant comme si on venait de lui tendre un sac de déchets médicaux. « J'ai besoin de vérifier le solde de ce compte, ai-je dit. » Une voix basse, plate, sans aucune intonation. Elle a expiré par le nez, un petit soupir condescendant, et a tapé le long numéro de compte dans son système. Le coin de sa bouche glossée s'est relevé. Elle composait déjà le discours condescendant qu'elle allait livrer à une vétérane sur le déclin, à propos d'un compte gelé pour fonds insuffisant. Puis, ses doigts se sont pétrifiés sur le clavier. Ses 2 yeux se sont écarquillés. Sa poitrine a commencé à se soulever, au rythme de respiration rapide et superficielle. Elle s'est tellement penchée en avant que son fond de teint a failli tacher la vitre de son écran. Chaque molécule de supériorité s'est évaporée de son visage comme de l'alcool à friction, remplacée par une panique visible et tremblante. « Madame. Madame » a-elle balbutié, la couleur désertant ses joues jusqu'à ce qu'elle ait l'air de pouvoir s'évanouir sur son propre terminal. « Ne partez pas. S'il vous plaît, ne bougez pas », elle n'a pas cherché l'alarme de braquage. À la place, sa main a jailli sous le comptoir pour presser un bouton rouge dissimulé, un protocole interne. Pas la police. 30 secondes plus tard, la lourde porte en chaîne derrière la ligne des guichets s'est ouverte, avec assez de force pour rebondir contre le mur. Le directeur régional l'a franchi à une allure qui n'était qu'à 2 crans d'un sprint total. Costume noir sur mesure, chaussures italiennes faites à la main. Mais la façon dont il roulait des épaules, rentrait le menton et couvrait le terrain. C'était la locomotion de combat, ancrée dans les gènes, d'un homme qui avait passé des années à enfoncer des portes dans l'obscurité. Vous pouvez mettre un cil dans une salle de conférence, mais vous ne pouvez pas arracher l'opérateur de son squelette. Ses yeux ont percuté l'écran de l'ordinateur. Puis, ils se sont verrouillés sur la carte d'identité militaire que j'avais posée sur le comptoir en marbre. Sa colonne vertébrale s'est redressée à la verticale, chaque vertèbre parfaitement empilée. « Madame » a-t-il murmuré à la directrice d'agence qui se tenait derrière lui. C'est elle. Il s'est avancé et a incliné la tête, un hochement lent et délibéré, qui portait tout le poids d'un salut militaire complet. « Commandant Sloan. Mon nom est Vance, veuillez me suivre au niveau sécurisé. Nous attendons que l'héritière de ce compte se manifeste depuis très longtemps. » Il a tendu la main. Sa poigne était dure comme le fer, et brève. La poignée de main d'un homme qui avait passé des années à communiquer bien plus à travers une pression de 2 secondes, que la plupart des gens n'en sont capables dans un discours de 10 minutes. J'ai remarqué le tatouage délavé d'un trident à l'intérieur de son poignet, alors que sa manche remontait. La Team 6. Le fait qu'un homme comme Vance soit le gardien que Samuel avait choisi pour ce compte, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la planification de mon grand-père. Il n'avait pas fait confiance aux banquiers. Il faisait confiance aux opérateurs. En bas, dans la chambre forte tapissée d'acier, à 2 étages sous le niveau de la rue, Vance a versé 2 tasses de café noir d'un thermos, sans demander si j'en voulais une. Il a posé le mug devant moi et s'est assis de l'autre côté de la table, les mains croisées, patient.
Votre grand-père est venu me voir en 94. J'avais tout juste quitté les forces spéciales et pris ce poste. Il est entré ici dans un manteau en laine de taille trop grand, s'est assis exactement là où vous êtes, et m'a dit que sa fille allait détruire tout ce qu'il avait construit. Il a fait une pause. Il m'a dit qu'il avait une petite fille, qui subissait les pires injustices depuis sa naissance. Il m'a demandé de garder cette fiducie jusqu'à ce qu'elle se présente avec le livret original. Il vous a décrite comme la seule personne honnête qui restait dans sa lignée. Pendant que le système extrayait des dossiers plus vieux que moi, le passé a explosé derrière mes yeux comme une grenade assourdissante. J'avais 12 ans, agenouillé sur le sol de la cuisine de la maison de ville de Beacon Hill, frottant une tache de cabernet sur le carrelage italien blanc, pendant que mes genoux saignaient sur les joints. Evelyne avait délibérément jeté le verre de vin sur le sol, ma punition pour avoir refusé de porter la robe en organza rose qu'elle avait choisie pour une garden party, parce qu'elle me faisait ressembler à une décoration. Pas à une fille, à un accessoire. Tu es né pour nettoyer les dégâts, Daniela. C'est la seule chose pour laquelle tu seras jamais douée. Sa voix, clinique, précise. Elle avait arraché une couche de mon estime de moi, qu'il m'a fallu 15 ans et 3 périodes de combat pour reconstruire. Et maintenant, aujourd'hui, un parfait inconnu, dans la chambre forte d'une banque, venait de s'incliner devant moi. Vance est revenu, portant un dossier de fiducie autant aussi épais qu'un manuel de terrain. Il l'a posé sur la table en acier et s'est assis en face de moi. Votre grand-père a établi ce compte en utilisant une identité secondaire légale, en 1982. Il a investi systématiquement dans des actions technologiques de base, des fabricants de semi-conducteurs. Les premières entreprises de logiciels. Et il a gardé chaque transaction complètement en dehors de l'infrastructure d'audit et de comptabilité de la famille, a expliqué Vance. Sa voix avait ce ton bas et égal, celui qu'on utilise dans une salle de briefing. Il a fait glisser la feuille de résumé sur la surface métallique froide. Valeur totale actuelle, 12,4 millions d'euros. La structure est exonérée d'impôts, conforme aux lois fédérales, et vous, commandant, êtes la seule bénéficiaire autorisée. Personne d'autre ne peut accéder, réorienter ou contester cette fiducie. Votre grand-père s'en est assuré. 12 400 000 euros. Imprimé sur du papier blanc à lettres, à l'encre noire. Evelyne avait jeté une fortune dans un seau à champagne, parce que sa couverture avait l'air vieille et miteuse. Elle avait été tellement aveuglée par les apparences, qu'elle n'avait pas vu l'ogive nucléaire cachée en dessous. J'ai pressé mon pouce contre la couverture séchée et raidie du carnet de Samuel. Ce n'était plus de l'argent. C'était une munition de qualité stratégique, et je savais exactement où la viser. Je suis entré dans le petit appartement de 2 chambres que Luc et moi louions près de la base navale, et j'ai lâché le dossier bancaire scellé sur la table de la cuisine, avec assez de force pour faire trembler les tasses de café. Mon mari était déjà au fond de la tranchée. Luc, un ancien officier du renseignement des marines, réformé pour raison médicale après qu'un engin explosif improvisé a fracturé ses vertèbres L3 et L4 à Fallujah, était assis au centre d'un chaos contrôlé qui aurait donné le tournis à n'importe quel civil. Le mur derrière sa chaise était tapissé de photocopies de relevés bancaires étrangers, de documents d'enregistrement de sociétés écrans, et d'un diagramme de flux de trésorerie tellement assuré, qu'on aurait dit un circuit imprimé conçu par un ingénieur paranoïaque. Nous ne restions pas assis à pleurer sur l'injustice de la vie. Nous disséquions les cibles. Luc a levé les yeux. Ses yeux, les yeux plats, gris, dépourvus d'émotion d'une machine d'analyse de données, ont scruté mon visage pendant très exactement 2 secondes. Évaluation de la menace. État émotionnel. Préparation opérationnelle. Satisfait, il a attrapé le dossier bancaire, l'a ouvert, et a commencé à recouper les documents de Vance avec les déclarations fiscales publiques et les registres des sociétés, qu'il avait déjà extraits de 3 bases de données fédérales distinctes. 2 minutes. Il a tourné l'écran de l'ordinateur portable vers moi. Ta mère ne dirige pas un empire, Danny. Elle est assise sur un tas de compost. C'est un trou noir, a-t-il dit, en tapotant un document de tribunal civil, estampillé d'un sceau judiciaire cramoisi. Sa voix était aussi plate qu'une lame de rasoir posée sur du verre. Architecture de Ponzi classique. Elle utilise des pré-relais de nouveaux investisseurs, pour fabriquer des paiements de dividendes aux plus anciens. Le domaine de Newport. Où elle organise ses galas. Une procédure de saisie a été déposée il y a 3 semaines. La société de crédit hypothécaire tourne déjà autour. J'ai fixé l'avis de saisie immobilière.
La femme d'affaires immortelle. La femme qui avait passé 3 décennies à me qualifier d'inutile, qui disait à chaque parent, chaque collègue, chaque membre du country club, que Daniela était la honte de la famille. La bidasse qui avait jeté son potentiel par la fenêtre. Elle n'était qu'une escroqueuse en train de se noyer, s'agrippant à la surface. Voici le coup de grâce. Luc a glissé un autre fichier crypté sur l'écran. La division des enquêtes criminelles de l'IRS a émis un avis de vérification d'urgence, et une ordonnance de recouvrement des avoirs, le mois dernier. Le filet est refermé. Chaque compte offshore qu'elle croyait caché, ils l'ont déjà cartographié. Elle est une morte vivante depuis 30 jours. Et elle ne le sait même pas. Le venin de la vérité s'est infiltré dans mon sang lentement, comme une perfusion d'eau glacée. Evelyne ne m'avait pas humilié à ce gala par simple haine. Elle avait organisé tout ce spectacle de cruauté pour rabattre de nouvelles victimes vers son fond. Un effort désespéré de la dernière chance, pour générer assez de liquidités d'urgence afin de colmater les brèches hémorragiques, avant que l'IRS ne la traîne hors de son manoir, menotte au poignet. Sa sauvagerie envers moi n'était pas personnelle. C'était une dépense professionnelle. J'étais un dommage collatéral, dans la spirale infernale d'une chaîne de Ponzi. Et puis, un souvenir a refait surface, fusionnant le tout. Province de Helmand, 2e déploiement. Notre unité avait été clouée au sol, derrière un mur d'enceinte effondré, par des tirs de mortier continus pendant 6 heures. Lors d'une brève accalmie, quand la poussière est suffisamment retombée pour que je puisse voir l'écran de mon téléphone, j'ai vérifié mes messages. Un SMS d'Evelyne, ne rentre pas pour Noël. Hunter a besoin de la chambre d'amis pour sa petite amie. 14 mots. Pas de « fais attention à toi ». Pas de « nous prions pour toi ». Juste une notification m'informant que ma chambre avait été réattribuée à la dernière conquête de mon frère. Ce soir-là, le sergent-chef Rodriguez, un type que je connaissais depuis 18 mois, avait mis de côté un paquet en aluminium de dinde mère froide, et une portion individuelle de sauce au canneberge, juste pour moi. Joyeux Noël, mon commandant, avait-il dit. La vraie famille était là. Des étrangers qui prendraient une balle pour moi, face à des parents de sang qui ne me concéderaient même pas une chambre d'amis. Mon téléphone a vibré violemment sur le plateau de verre de la table, me ramenant à la réalité. L'écran a affiché un nom, Evelyne. Les doigts de Luc se sont figés au-dessus du clavier. L'air de la pièce s'est compressé, jusqu'à ressembler à une chambre de pression scellée. Je l'ai regardé. Il m'a fait un seul hochement de tête. Subtil, absolu, final. Il était temps d'engager l'ennemi. Non pas avec les larmes désespérées d'une fille mendiant encore des miettes d'approbation maternelle, mais avec la patience mortelle d'un officier de renseignement, qui avait verrouillé les coordonnées de la cible et attendait le feu vert. J'ai appuyé sur le bouton de réponse. Haut-parleur. La vraie guerre commençait maintenant. Daniela. La voix d'Evelyne a explosé à travers le haut-parleur. Agressive, impériale. Pas une seule molécule d'excuse, pour l'humiliation ritualiste qu'elle m'avait fait subir, 72 heures plus tôt, devant 3 douzaines de témoins. J'ai réfléchi à cette petite cabane de plage pathétique. Que ce vieux fou sénile t'a laissé. Apporte-moi le titre de propriété. Je le mets en vente avec un courtier d'ici demain soir. Exactement comme quand j'ai réorienté ton fonds pour les frais de scolarité afin d'acheter sa Porsche Boxster à Hunter. Tu n'es qu'un simple soldat. Que pourrais-tu bien savoir sur la gestion immobilière ou la déclaration d'impôt foncier? Tu le perdrais au profit du comté d'ici 1 an. Elle s'en prenait au chalet de Newport à 300 000 €. Le chalet de Samuel. Le dernier artefact physique de la seule personne de la famille Sloan qui m'ait jamais aimé sans condition. Elle pillait tout ce qu'elle pouvait liquider, essayant de garder une longueur d'avance sur une inculpation fédérale, qu'elle sentait se refermer sur elle comme un nœud coulant. Je ne vends pas, 4 mots. Chacun lâché comme une cartouche distincte que l'on chambre dans un fusil. La ligne téléphonique est devenue silencieuse, comme mise sous vide. J'ai senti la température de la pièce s'effondrer. J'ai compté mes respirations. 1, 2, 3, 4. Je plongeais dans le puits le plus profond de ma poitrine, et j'étranglais, méthodiquement, délibérément, l'enfant terrifié en moi. Celle qui tressaillait encore quand Evelyne haussait la voix, qui désirait encore un seul mot authentique de chaleur maternelle, de la même façon qu'un soldat déshydraté désire de l'eau. Cet enfant devait mourir, pour que je puisse survivre à ça. Mes yeux se sont posés sur le bord de la table.
Luc avait silencieusement activé l'enregistreur vocal numérique de spécification militaire. La LED rouge clignotait, selon un rythme calme et constant. À partir de cet instant, chaque syllabe prononcée par Evelyne n'était plus une dispute familiale. C'était une preuve médico-légale. Des clous en acier, plantés un par un, dans le couvercle de son cercueil juridique. Le masque est complètement tombé. Écoute-moi bien, espèce de déchet ingrat, a hurlé Evelyne, ses cordes vocales se déchirant de fureur. J'ai une douzaine de témoins alignés, prêts à témoigner sous serment que tu as manipulé psychologiquement, et agressé physiquement, ton grand-père mourant. Dans le but de voler ces documents successoraux. À moins que tu ne me remettes en main propre un transfert de propriété signé d'ici vendredi matin. Je déposerai des accusations de maltraitance envers une personne âgée. Je demanderai un tribunal militaire. J'enverrai des plaintes officielles au Pentagone, au secrétaire de la Marine, et au bureau de l'inspecteur général. Et je ne m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas en faillite. Traduite en cour martiale, et dépouillée du moindre euro de pension et des avantages que tu as gagnés. Tu me comprends? Chaque mot était une balle visée au centre de ma poitrine. Elle était prête à fabriquer des accusations criminelles, à militariser le système de justice militaire, pour détruire toute la carrière d'un officier décoré, juste pour un bout de propriété côtière. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas défendu. L'explosion émotionnelle est le défaut fatal des amateurs. Mon silence, à cet instant, n'était pas de la faiblesse. C'était l'immobilité étouffante, sans vent, au point mort d'un ouragan de catégorie 5. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Ma voix était clinique, plate, délibérément conçue pour ressembler à une capitulation. Evelyne a raccroché le téléphone avec un claquement sec, respirant fort de satisfaction. Elle croyait m'avoir fracturé la colonne vertébrale, pour la toute dernière fois. Elle n'avait aucune idée que, de l'autre côté de la table de la cuisine, les lèvres de Luc s'étaient lentement courbées, en un des sourires les plus glaciaux que j'ai jamais vus sur un visage humain. Elle venait de tenter d'extorquer la femme d'un officier de renseignement des marines. À l'intérieur d'une pièce sur écoute, configurée pour la capture audio de niveau fédéral. 24 heures de silence radio total. Puis, j'ai pris le téléphone et je l'ai rappelé. J'ai pris une grande inspiration, j'ai verrouillé la maîtrise d'acier d'un officier commandant au fond de mon crâne, et j'ai ressuscité le fantôme tremblant de cette fille de 12 ans, agenouillée sur le sol ensanglanté d'une cuisine. Maman, ai-je murmuré à l'instant où la ligne s'est connectée. J'ai forcé ma respiration à adopter un rythme saccadé, en hyperventilation, compressant mon larynx jusqu'à ce que ma voix se brise en un sanglot convaincant. Je suis tellement désolé de m'être disputé avec toi hier. J'ai eu peur aujourd'hui, alors j'ai apporté ce vieux livre à une banque, pour le faire vérifier. Maman, c'est. Ce n'est pas vide comme tu le pensais. Un silence de mort. Je pouvais entendre les engrenages prédateurs dans son cerveau, tourner à leur régime maximum. Combien? Elle a pratiquement craché les mots. Une cupidité brute et exposée, suintant à travers le haut-parleur du téléphone comme un déversement toxique. 12,4 millions d'euros, ai-je pleurniché. Mais maman, le directeur de la banque a commencé à parler de taxes sur les plus-values, de protocoles d'audit fédéraux pour le personnel militaire actif. Je suis terrifié. Mon salaire d'officier ne peut pas couvrir les frais juridiques pour traiter ça. L'IRS va tout geler, et tout prendre. J'ai enfoncé le bouton muet, j'ai mordu ma lèvre inférieure si fort que j'ai senti le goût du cuivre envahir ma langue, et j'ai pressé mon poing contre ma bouche pour étouffer le rire qui me griffait la gorge. Je venais de lancer la grenade parfaite dans la tranchée d'Evelyne. Un océan d'argent liquide, et une fille stupide et sanglotante, prête à le lui servir sur un plateau d'argent. Le ton d'Evelyne a exécuté une rotation parfaite à 180 degrés, passant de la prédatrice hargneuse à la sainte bienveillante, en moins de 2 secondes. Écoute-moi, ma chérie. Surtout, je répète, ne parle à aucun avocat, pas un seul. Apporte-moi absolument tous les documents. Immédiatement. Je transférerai la somme entière dans le fonds familial Sloan. Mes comptables principaux ont géré des situations comme celle-ci une centaine de fois. Ils feront tout simplement disparaître chaque obligation fiscale. Je fais ça pour te protéger de la prison. Ma petite fille. Tu comprends? C'est une mère qui protège son enfant. Le mot le plus empoisonné de toute cette performance était « protéger ». Elle osait utiliser ce mot, le verbe le plus sacré qu'un parent puisse prononcer,
tout en complotant activement pour avaler Touron, le dernier héritage que son père mourant avait caché expressément pour le garder hors de sa portée. Elle m'a ordonné d'apporter les documents au gala de l'homme de l'année, le samedi soir au Fairmont. Elle voulait signer le transfert de fonds sur place, et annoncer l'injection de capital en direct depuis le podium, pour restaurer la confiance des investisseurs dans le fonds Sloan, qui était en train de s'effondrer. Merci tellement de réparer ça pour moi, maman, ai-je gémi, laissant un dernier reniflement théâtral s'éteindre. Elle a raccroché. À la microseconde où la tonalité de déconnexion a retenti, toute trace d'humidité a disparu de mon visage, comme évaporée par un éclair. Ce qui restait, c'étaient deux yeux aussi plats et froids que le métal d'une arme à feu. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai regardé Luc. Elle a mordu à l'hameçon. Il a hoché la tête une fois. Le piège était armé. Parfois, l'arme la plus dangereuse porte le visage de l'amour, et le couteau planté dans votre colonne vertébrale appartient à quelqu'un qui partage votre sang. Si vous avez déjà eu à contrefaire la faiblesse, juste pour survivre aux personnes qui étaient censées vous protéger, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Laissez un commentaire, et racontez-nous votre propre guerre silencieuse. Car ici, votre endurance est toujours vue, et toujours honorée. Pas de place pour l'hésitation. Pas d'espace pour une culpabilité contrefaite. Luc et moi avons travaillé toute la nuit, dans la lueur froide de 2 écrans d'ordinateur et d'une seule lampe de bureau. Nous avons contacté un spécialiste en conception graphique, un ancien officier des opérations psychologiques de l'armée, qui avait fait carrière dans la production de matériel d'information sur les champs de bataille. Et nous n'avons pas bâclé une impression amateur en noir et blanc. Nous étions en train de forger la lame d'un bourreau légal. Le dossier de documents a été fabriqué pour reproduire, au micron près, le modèle standard de transfert de fiducie que les comptables d'Evelyn utilisaient. Même police cerise de luxe. Même emblème en relief du fonds familial Sloan. Même reliure en cuir de veau bleu marine, avec des bords dorés à la feuille. En apparence, c'était une capitulation inconditionnelle. Une fille brisée abandonnant la fortune de son grand-père. Quelque part de l'autre côté de la rivière, dans ce manoir saisi de Bacon Hill, Evelyn se tenait devant son miroir en pied, tenant des robes de créateur contre sa clavicule, ivre du fantasme de 12 millions d'euros inondant ses comptes, pour effacer 2 décennies de fraude criminelle. Elle ne lisait jamais les contrats. Elle ne lisait jamais les petits caractères. Elle ne voyait jamais que le chiffre en haut de la page. Je savais cela parce que Hunter s'en était vanté une fois, lors de Thanksgiving il y a 3 ans, riant dans sa 3e coupe de champagne. Maman a signé les documents de refinancement de Newport dans la voiture, en allant bruncher. Elle n'a pas lu une ligne. Elle a dit à l'avocat, « Je ne vous paie pas pour me forcer à lire. » Tout le monde à table avait ri. Pas moi. J'avais classé cette information dans le même coffre-fort mental, où je stockais les faiblesses tactiques des cibles de grande valeur. Luc s'est reculé de l'imprimante, a tenu une page de test sous la lampe de bureau, et l'a comparée côte à côte avec une copie numérisée d'un authentique document du fonds familial Sloan, que nous avions extraite des registres publics. Poids de la police. Espacement des lettres. Crénage. Identique. Le faussaire en lui était chirurgical. Elle ne dépassera pas la page de garde, a-t-il dit. Les narcissiques ne le font jamais. Ils signent d'abord, ils ne lisent jamais. La charge mortelle était enfouie à la page 3. Camouflée sous 3 paragraphes de terminologie financière dense, imprimés en corps de texte de taille 7. Le document n'était pas un accord de transfert de fonds en fiducie. Sa classification juridique opérationnelle était une déclaration sous serment de responsabilité rétroactive exclusive, antidatée, contraignante au niveau fédéral, et étanche. Elle enchaînait définitivement l'identité légale d'Evelyn, à chaque société écran, chaque numéro d'acheminement offshore, et chaque euro d'évasion fiscale fédérale accumulé au cours de 20 ans de fraude systématique. À l'instant où son stylo toucherait la ligne de signature, elle se porterait volontaire, de sa propre écriture et sans aucune contrainte, pour assumer l'entière responsabilité pénale de chaque crime commis sous l'égide du fonds familial Sloan. Chaque partenaire, chaque complice, chaque euro frauduleux. J'ai pressé le sceau d'authentification sur la reliure du document. J'ai passé l'ongle de mon pouce sur chaque pli pour m'assurer que les pages reposaient parfaitement à plat. Puis, j'ai glissé le dossier complet dans une pochette à preuves étanches. Il ne restait plus rien en moi qui puisse s'appeler de la douceur. Pas le moindre tiraillement fantôme d'attachement maternel. Pas la moindre illusion de conte de fées, selon laquelle elle pourrait encore changer.
J'étais en train de sceller l'inculpation d'une prédatrice financière, qui avait dépouillé les économies et l'avenir de dizaines de familles qui lui avaient fait confiance. L'ère des disputes familiales larmoyantes était éteinte. Ce qui restait, c'était une opération de ciblage de niveau fédéral, et elle n'offrirait aucun quartier. Samedi, 19h55. J'ai franchi les doubles portes en chaîne de la grande salle de bal du Fairmont, et la lumière des lustres m'a frappé comme des projecteurs de scène. Je ne portais pas les robes informes et beiges, sans aucune couleur, qu'Evelyn m'avait imposées tout au long de mon adolescence. Un camouflage conçu pour me faire disparaître dans le décor, pendant qu'elle monopolisait chaque pièce. Ce soir, je portais une robe en soie structurée, de la couleur du sang artériel, taillée au plus près des muscles fins et fonctionnels d'une femme qui courait encore 5 miles avant l'aube, et qui pouvait démonter un M4 les yeux bandés. Je ne me suis pas glissé le long du périmètre. J'ai tracé une ligne droite à travers le centre, fendant 500 personnes. Les têtes se sont tournées. Une femme, à une table de cocktail, a chuchoté à son mari. Tant mieux. Laissez-les regarder. Chaque œil posé sur moi était un œil détourné d'Evelyn. Et ça, à lui seul, c'était un acte de guerre dans cette famille. La salle de bal était conçue pour vénérer l'argent. Moulure à la feuille d'or au plafond. Un orchestre de 12 musiciens jouant du gershwin sur une scène surélevée. Des serveurs en gants blancs, portant des plateaux de champagne qui coûtaient plus cher la bouteille que le salaire mensuel d'un simple soldat. J'ai balayé la pièce de la même façon qu'on m'avait entraîné à balayer un bâtiment hostile. Point d'entrée, sortie, goulet d'étranglement, visage. 3 des investisseurs d'Evelyn se tenaient en groupe près du bar. Leur rire était une octave trop haut. Le langage corporel d'hommes qui sentaient que quelque chose n'allait pas avec le fond, mais qui n'avaient pas le courage de se retirer. 2 journalistes du Boston Globe rôdaient près de la table de la presse, leur téléphone enregistrant déjà. Parfait. Des témoins. Hunter occupait son poste habituel au bar ouvert, sirotant un bourbon, prétendant que j'étais invisible. Evelyn commandait le centre géométrique exact de la salle de bal, orbité par des politiciens et des banquiers d'investissement, tels des satellites maintenus en place par la gravité de ses mensonges. La lumière d'un lustre en cristal de 2 tonnes se déversait sur son visage levé vers le haut. Elle était au sommet absolu de son délire, convaincue jusqu'à la moelle qu'elle était intouchable. Elle m'a repéré. Ses yeux se sont rétrécis en fente. Elle s'est excusée auprès d'un cercle de donateurs, a saisi mon coude avec des doigts qui ressemblaient à des serres, et m'a dirigé vers une alcôve ombragée, près du rideau de la scène. Tu l'as apporté ? Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Elle a sifflé à travers ses dents serrées, tandis que sa bouche maintenait un sourire prêt pour les photographes de l'événement qui tournait à proximité. J'ai présenté le dossier relié en cuir. Elle l'a arraché de mes mains avec la vitesse désespérée d'un animal en train de se noyer, se jetant sur une épave. La chaleur physique qui irradiait de sa peau, une pure avarice distillée, était si intense qu'on avait l'impression de se tenir à côté d'une fournaise ouverte. Où est la page de signature d'autorisation ? Est-ce que tout y est ? Ses ongles laqués ont déchiré les pages de garde. Tout est là, maman. Tu dois juste signer la ligne de confirmation du fiduciaire exclusif à la dernière page, ai-je murmuré, calant ma voix sur le registre respectueux et soumis qu'elle m'avait appris à utiliser depuis l'enfance. Elle est allée directement à la dernière page. Elle n'a pas lu une seule clause. N'a pas fait de pause sur la section des définitions. N'a pas remarqué le langage de responsabilité rétroactive enfoui dans la micro-impression de la page 3. La certitude fondamentale, qu'une fille qu'elle avait passé 32 ans à réduire en poussière ne pourrait jamais posséder l'intelligence, ou l'impitoyabilité, d'orchestrer un piège fédéral. Cette certitude était si absolue qu'elle a agi comme un bandeau sur ses yeux. Elle a sorti son stylo plume main blank, a pressé la plume sur la ligne de signature marquée « Fiduciaire », assumant l'entière responsabilité légale et pénale, et a signé son nom d'un seul geste théâtral. Elle venait de planter le dernier clou de son propre cercueil, de sa propre main. Et dans cette fraction de seconde, alors que je regardais l'encre humide briller sur la page, quelque chose a vacillé. L'angle de sa mâchoire, la forme de ses jointures autour du stylo. Les mains de Samuel. L'espace d'un cycle cardiaque, d'un seul battement de cœur, j'ai vu l'ombre d'une mère qui aurait pu exister, dans une autre version de cette vie. Puis, j'ai scellé cette image dans une boîte en acier, je l'ai soudée, et je l'ai fait couler au fond de ma conscience, définitivement. Va t'asseoir au fond, là où personne n'aura à te regarder, a-t-elle dit,
en me jetant le classeur vide sur la poitrine. D'un petit coup de poignet, comme si elle chassait un chien errant. J'ai une annonce à faire ce soir, qui va remodeler le paysage financier de Boston. Elle a rassemblé sa robe dans ses 2 poings, et a gravi les marches de la scène. Je me suis replié dans l'ombre profonde derrière une colonne de soutien, j'ai extrait mon téléphone crypté fourni par l'armée, j'ai photographié la page signée, l'encre n'ayant pas encore séché, et j'ai appuyé sur envoyer. À 5 km de là, dans un véhicule de surveillance aux vitres teintées garé sur Atlantic Avenue, Luc a reçu l'image. Il a téléchargé l'intégralité du dossier de preuve directement sur les portails de soumission sécurisés du département de la justice, et de la division des enquêtes criminelles de l'IRS. 3 secondes plus tard, un code de confirmation a clignoté sur son écran. 99 alpha. Mission accomplie. Evelyn a enroulé ses 2 mains autour du micro, comme si elle s'agrippait à un sceptre. Ses yeux, vitreux et électriques, ivres de ravissement narcissique, ont balayé 500 invités en tenue de soirée qui étaient assis dans un silence obéissant. Mesdames et messieurs, ce soir, le fonds familial Sloan est honoré d'annoncer une injection historique, 12 millions d'euros en capital liquide vérifié, entièrement intégré à notre portefeuille. Les applaudissements ont déferlé dans la salle de bal comme une vague. Elle était en train de passer aux aveux en temps réel. Avec cette seule phrase, diffusée par le système audio professionnel de la salle et capturée par 6 caméras de médias, elle venait de lier son identité publique exactement au fond que je venais de relier, avec sa propre signature, à 2 décennies d'activité criminelle fédérale. Elle croyait être en train de tirer le rideau de velours sur son salut. Elle était en train de se lire ses propres droits Miranda, sous un lustre en cristal. Elle rayonnait encore, saluant toujours la foule avec la confiance royale d'une femme qui possédait la pièce, quand l'écran LED de 18 mètres derrière elle a clignoté une fois, puis s'est éteint. Le logo du fonds familial Sloan, l'emblème doré qu'elle avait elle-même conçu, a disparu. Une demi-seconde de noir. Puis, l'écran a explosé à nouveau de vie avec l'énorme sceau de l'aigle du département de la justice des États-Unis, superposé à un texte rouge en lettres majuscules, qui pulsait comme une plaie ouverte. Ordonnance fédérale de saisie des avoirs activés. Les applaudissements ne se sont pas estompés. Ils se sont effondrés. 500 personnes ont inspiré au même moment, et la salle de bal est devenue un vide absolu. L'expression d'Evelyn s'est décomposée, traversant 4 émotions en 2 secondes. La confusion, l'irritation, l'incrédulité, et puis une terreur si brute, qu'elle a arraché le sang-froid de son visage comme un décapant pour peinture. Les portes principales en chaîne ont explosé vers l'intérieur. 6 agents en gilet tactique complet. 4 de la division des enquêtes criminelles de l'IRS. 2 du FBI. Ils sont entrés dans la salle de bal en formation serrée. Leurs bottes martelant le parquet avec la précision synchronisée d'un élément d'assaut. Evelyn Sloan est descendue de l'estrade immédiatement. La voix de l'agent principal a frappé comme un bélier, sa main droite reposant sur son arme de service. Le visage d'Evelyn a pris la couleur du ciment humide. Ses doigts se sont verrouillés autour du pied de micro, si fort que ses jointures sont devenues translucides. Quel est ce cirque? Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Passez-moi le sénateur au téléphone, immédiatement. L'agent principal a réduit la distance en 4 enjambées. Vous êtes l'individu qui, il y a 47 minutes, a signé une déclaration sous serment, acceptant volontairement l'entière responsabilité légale pour 20 ans d'évasion fiscale fédérale, de fraude en valeurs mobilières, et d'opération d'une chaîne de Ponzi. Sous le couvert du fonds familial Sloan. Vous êtes en état d'arrestation. Le corps entier d'Evelyn a été secoué de convulsions, comme si elle avait pris une balle dans le gilet. Sa tête a fouetté vers le coin sombre où je me tenais, sa bouche tordue ouverte. Cette petite garce m'a piégé, a-t-elle craché. Elle. Gardez votre défense pour le grand jury fédéral, Madame Sloan. Les menottes se sont refermées sur ses poignets, avec un claquement métallique qui a résonné dans le système de sonorisation toujours allumé, rebondissant sur chaque mur de la salle de bal. Les flashs des appareils photo ont éclaté comme des tirs d'artillerie. Un stroboscope implacable, capturant l'instant précis où l'impératrice auto-couronnée de Boston, était mise à nu, telle une vulgaire criminelle, devant toutes les personnes à qui elle avait menti. Les investisseurs se sont rués vers les sorties. Les 2 sénateurs qui m'avaient tourné le dos lors du premier gala, se plaquaient maintenant contre le mur du fond. Le visage cendré, ils calculaient déjà à quelle vitesse ils pourraient effacer d'Internet chaque photo d'eux en compagnie d'Evelyn.
La même foule qui avait ri quand elle avait jeté le livre de mon grand-père dans la glace. Ils fuyaient, maintenant. Chacun d'entre eux. Je suis resté immobile derrière la colonne. La colonne vertébrale droite, les mains le long du corps, le rythme cardiaque maintenu à 60 battements par minute. Pas de cri de victoire. Pas de larmes de vengeance. La cible avait été neutralisée, par le rayon d'explosion de sa propre arrogance. Mais le champ de bataille de ce soir comportait encore un dernier débris hostile, qu'il fallait balayer. Je suis passé par la sortie de service pour rejoindre le hall principal de l'hôtel. La porte du salon VIP a volé en éclats. Hunter l'a franchie dans un sprint effréné. Sa chemise était trempée de sueur de panique, son visage d'un violet marbré, son nœud papillon pendant. Ses yeux roulaient avec la terreur déséquilibrée d'un parasite, qui vient de voir son organisme hôte mourir sur la table d'opération. Tu as tout détruit. Rends l'argent. Rends-le. Sa voix s'est brisée et a éclaté à travers le hall en marbre. Quand vous coupez le cordon ombilical financier artificiel, qui a soutenu le mode de vie entier d'un homme-enfant de 35 ans, la voiture, l'appartement, le service de bouteilles, les femmes, l'organisme ne s'adapte pas. Il attaque. Hunter n'avait jamais gagné un euro par son propre travail. Il n'avait aucun métier, aucun diplôme, aucun instinct de survie en dehors de l'intimidation et de la richesse héritée. La seule réponse que son système nerveux pouvait produire, c'était la violence. Cet argent n'a jamais appartenu à aucun de vous, ai-je répondu. La voix calme et contrôlée, mon poids basculant déjà en position défensive de base. Les pieds écartés de la largeur des épaules, les genoux souples, les mains ouvertes et libres. Hunter a grogné, s'est jeté sur le côté, et a attrapé un couteau à steak cranté sur la table de banquet la plus proche. Il a chargé vers moi, balançant son bras frénétiquement au-dessus de sa tête. Maladroit. Les coups désespérés d'un homme qui n'avait jamais été dans une vraie bagarre de sa vie. Luke s'est matérialisé du couloir derrière moi, et s'est planté directement sur la trajectoire d'Hunter. La posture carrée et ancrée d'un marine endurci au combat. Les épaules compactes, le centre de gravité bas, sans une seule faille dans sa garde. Luke n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a avancé d'un pas calibré. Sa main gauche a intercepté le poignet armé d'Hunter, au point culminant de son élan. Un seul désarmement au corps à corps, propre, clinique, digne d'un manuel. Il a fait pivoter l'articulation au-delà de sa limite mécanique. Un craquement sec et fragile a résonné dans le hall vide, comme une branche se brisant sous la neige. La lame crantée a heurté le sol en marbre, avec un cliquetis aigu qui a résonné sous le haut plafond. Pas de sang, pas de sauvagerie gratuite. Seulement la suppression chirurgicale et froide d'un professionnel qualifié, neutralisant une menace avec la force minimale requise. Hunter s'est effondré sur le sol, berçant son bras, gémissant. Un homme fait, sanglotant sur le même ton hystérique qu'un bambin à qui on aurait confisqué un bonbon. La sécurité de l'hôtel a envahi le hall, et l'a plaqué face contre terre sur le marbre. L'un des agents qui avait arrêté Evelyn est sorti de la salle de bal au pas de course, a évalué la scène en 2 secondes, et a appelé une unité supplémentaire par radio. Hunter serait accusé d'agression avec une arme mortelle avant la fin de la nuit. Le dernier soldat debout de la famille Sloan. Un homme qui n'avait jamais occupé un emploi, jamais cuisiné un repas, jamais lavé ses propres vêtements. Il était en train d'être menotté sur un sol en marbre, pendant que ses chaussures de créateur raclaient inutilement contre la pierre. J'ai regardé mon frère. La haine que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Elle avait été remplacée par quelque chose de plus lourd, de plus silencieux. Une pitié si profonde, qu'elle me faisait mal aux molaires. Je me suis souvenu de lui à l'âge de 6 ans, avant que le poison d'Evelyn n'ait complètement pris racine. Il me tendait sa dernière barre chocolatée d'Halloween, parce que j'avais été envoyé au lit sans dîner. Ce garçon était mort. L'homme sur le sol était ce qu'Evelyn avait fabriqué, une arme pointée sur tout le monde, sauf sur elle-même. Je me suis avancé et j'ai glissé mes doigts à travers ceux de Luke. À cet instant, en sentant la poigne constante et inébranlable de cet homme, qui avait placé son corps entre moi et une lame, sans une microseconde d'hésitation, j'ai enfin compris. J'ai compris la frontière exacte entre un lâche, qui brandit les liens du sang comme une massue, et la véritable force, inamovible, d'un vrai camarade. 3 semaines plus tard. Newport. L'air du matin avait le goût du sel marin et du café noir. Evelyn s'était vue refuser la libération sous caution par le magistrat fédéral, classée comme risque de fuite,
avec accès à des comptes offshore non divulgués. Elle se détériorait maintenant dans un centre de détention fédéral, attendant une audience de détermination de la peine, qui, de l'aveu même de ses avocats, n'allait pas bien se passer. Hunter s'était complètement effondré. Il avait accepté un accord de plaidoyer, et purgé une peine de travaux d'intérêt général ordonnée par le tribunal, ramassant des déchets sur l'autoroute dans un gilet orange. La dynastie contrefaite avait été rasée jusqu'à ses fondations, et la terre avait été salée. J'étais assise sur la véranda du chalet en bardeaux de cèdre. Je l'avais refaite de mes propres mains, dégagée de décennies de lierre mort, décapée et repeinte jusqu'au bois brut. Je l'avais reconstruite pour en faire quelque chose qui m'appartenait. Non pas hérité. Non pas volé. Non pas donné comme outil de manipulation. Mais gagné, par le travail, la sueur et les échardes. À l'intérieur, sur le comptoir de la cuisine, se trouvait une photographie encadrée, que j'avais trouvée dans le tiroir du bureau de Samuel pendant les rénovations. Lui, à 30 ans, debout devant ce même chalet, avec une petite fille sur la hanche. Moi. Au dos de la photo, on pouvait lire, de son écriture soignée, celle qui a volé mon cœur. Continue de te battre, ma petite fille. Il savait. Même alors, il savait ce qui m'attendait. Et il avait passé les 3 décennies suivantes, à forger discrètement l'armure dont j'aurais besoin. J'ai gratté une allumette en bois, et j'ai approché la flamme de la photocopie de la déclaration de responsabilité, posée sur une assiette en céramique blanche. Le feu a consumé le texte, faisant lentement brunir et s'enrouler le papier. Il transformait la signature théâtrale d'Evelyne, et chaque mot frauduleux, en de douces cendres grises. L'original était enfermé dans les archives de poursuite de l'IRS, où il resterait jusqu'à la condamnation. Je n'avais aucun besoin de garder le moindre artefact de ce poison dans ma maison. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ma cage thoracique ne se compressait plus sous la pression étouffante des attentes, imposées par une famille bâtie sur la pourriture. Luc a passé la moustiquaire, a posé un mug de café frais sur la balustrade, et a posé sa main sur mon épaule. Lourde, chaude, inébranlable. La banque a finalisé toute la paperasse hier. 12,4 millions entièrement sécurisés et transférés. Qu'est-ce que tu veux en faire ? J'ai regardé l'Atlantique, où les vagues à crête blanche venaient s'écraser contre les rochers de granit sous la falaise, explosant en embruns. Rien. Je suis toujours Daniela. Je sers toujours. Cette fortune n'était pas destinée à être exhibée. Ce n'était pas l'argent de la vengeance. C'était un bouclier permanent, indestructible. Le dernier acte d'amour de Samuel, tendant la main depuis l'au-delà pour s'assurer que plus personne ne pourrait jamais militariser la pauvreté, ou la dépendance, contre sa petite fille. J'ai levé le mug. Le café était fort, légèrement amer. Exactement comme il fallait. J'ai appuyé ma tête contre l'épaule de Luc, et j'ai regardé la ligne d'horizon, là où l'océan rencontrait le ciel. Il m'avait fallu 32 ans, et une guerre menée sur 2 fronts, l'un à l'étranger, et l'autre à l'intérieur de ma propre lignée, pour comprendre une vérité si simple, qu'elle aurait dû être évidente depuis le début. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent vos chromosomes, mais qui passent leur vie à vous démonter pièce par pièce. La famille, c'est celui qui se place entre vous et la lame, sans qu'on le lui demande. Celui qui s'assoit en face de vous à 3 heures du matin, recoupant des documents, pour monter le dossier qui vous rendra libre. Celui qui glisse ses doigts à travers les vôtres, et marche à vos côtés pour sortir des décombres, vers le grand air. J'ai trouvé ma vraie famille. Et cette aube, dure, silencieuse, balayée par l'air salin. Je l'ai construite de mes propres mains. Le plus grand pouvoir ne vient pas du fait de riposter avec les poings. Il vient de la capacité à tracer une ligne, et à passer le reste de sa vie le menton haut. Cliquez sur ce bouton j'aime, et abonnez-vous pour continuer à marcher sur cette route avec nous. Et dites-moi, en bas dans les commentaires, qui est devenu votre vraie famille.